Bonsoir Essar. Bonsoir Tom. Alors Essar, nous sommes arrivés au site rep numéro 52, nous sommes le 7 décembre 2018. Il y a pas mal de choses qui se sont passées, qui sont pas très très jolies Oui. sur le front syrien, si je puis dire, mais malheureusement comme de coutume, je dirais malheureusement parce qu'on aimerait bien ne pas avoir évoqué ces moments difficiles Mm, mm. qui sont ceux de la vie de tous les Palestiniens à Gaza, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, mais c'est quand même nécessaire de rappeler à chaque fois qu'il y a une population qui souffre énormément et qu'on a un peu trop tendance à oublier parce que malheureusement rien n'est fait pour que les gens soient vraiment informés sur ce qui se passe réellement là-bas, En hein, tout simplement. Hein. réalité, en réalité, le peuple palestinien continue à résister. C'est une population qui souffre par la représaille israélienne qui est absolument démesurée et qui utilise énormément de moyens techniques. Elle utilise des gaz lacrymogènes, mais et aussi des bombardements. Je voudrais quand même rappeler que les Palestiniens ont utilisé des cerfs-volants, tout simplement, mais Oui, incendiaire. qui brûlent enfin des cerfs-volants brûlants, si on peut dire. Que suite à ça, les Israéliens ont riposté en bombardant à Gaza. Et donc, ça a déclenché, il y a 2 semaines, voire 3 semaines, ça a déclenché une sorte de guerre, mais vraiment une guerre de missiles contre Gaza. Bien Ouais. sûr, les Gazaouis ont riposté et continuent toujours leur marche du vendredi pour les marches de retour, du retour, Mm-mm. mais aussi en même temps, il y a les rassemblements pour briser le blocus par la voie de la mer. Hein. Et c'est une population qui est complètement emprisonnée sur quelques kilomètres carrés. Oui. Il y a 2 millions de personnes, en fait, dans une surface de 370 kilomètres carrés. C'est quelque chose d'absolument fou. Oui, c'est Mais une des plus fortes densités de bien sûr, population au mètre carré, hein, c'est ça. Hein. et puis interdiction de sortir de là, interdiction de sortir à la mer, interdiction de ceci, de cela. C'est une prison à ciel ouvert. Les Gazaouis continuent à lutter et puis ils vont vers les barbelés qui les entourent pour Oui. casser ce siège et casser cet état de siège et ce blocus. Je rappelle quand même qu'ils sont sous blocus aussi depuis 10 ans maintenant. Blocus économique, interdiction de tout. Donc, c'est une population qui vit, qui se bat pour vivre hein, et qui mène une bataille acharnée, mais pour une vie quotidienne normale, tout simplement. Oui, oui, oui. Et la répression israélienne est très, très violente. Hein. Alors, c'est ce combat ou cette agression que les Israéliens ont fait a été répondue aussi par des missiles gazaouis palestiniens qui ont fait que l'armée israélienne a dû se retirer, pas se retirer, ils ont dû accepter ou demander un cessez-le-feu. C'est eux qui ont demandé un cessez-le-feu. Et puis, je rappelle quand même, on en avait vaguement parlé aussi la dernière fois, qu'il y a eu une crise importante dans le gouvernement, Oui. puisque le ministre de la Guerre a démissionné, puisque d'autres ministres ont démissionné. Et puis aujourd'hui, Netanyahou est en crise puisque aussi les attaques contre lui pour corruption aussi et grosses histoires de sous sont contre lui. Oui. Mais il cherche par ça maintenant. Donc il a lancé une opération complètement tordue qui est soi-disant aux frontières nord
de la Palestine occupée aux frontières du Liban, en fait, hein, disant qu'ils sont en train de chercher et de démolir des tunnels que le Hezbollah aurait creusés dans le sud du Liban pour s'introduire en Palestine occupée. En réalité, ce qu'ils veulent cacher, c'est qu'aujourd'hui, la réalité, elle est complètement différente. C'est que le Hezbollah est gagnant, il est plus fort que jamais, que maintenant, il n'a même plus besoin de tunnels, mais puisqu'ils envoient des missiles et qui sont capables d'arriver jusqu'au sud même de la Palestine occupée. Donc voilà, ça c'est une opération de propagande pour lui, pour Netanyahou, pour en fait dévier l'attention sur ces problèmes de corruption et ces procès dont il fait l'objet. C'est pas sans risque, hein, cette opération de détection prétendue des tunnels du Hezbollah qui s'infiltrerait soi-disant en Israël à partir du Liban. Parce que oui. Le Hezbollah a prévenu solennellement les Israéliens que ça pourrait se terminer par des représailles du Hezbollah, justement. Hein. Tout à fait. Et puis aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères libanais a aussi déposé plainte auprès de l'ONU et auprès du Conseil de sécurité d'une agression israélienne contre le Liban et donc qui légitimerait effectivement une riposte de la part du Liban. Et surtout que ces derniers temps, il y a eu à plusieurs reprises une violation du ciel, une violation de la terre et une violation des mers libanaises, de la mer libanaise, puisqu'ils ont passé par le ciel libanais et la mer libanaise pour tirer des missiles sur la Syrie et pour bombarder des endroits de la Syrie en fait, qu'ils voulaient bombarder et pour lesquels ils ont été bien reçus, je peux dire. Oui. Plus que bien reçus. Donc voilà. Et leurs missiles ont été tous complètement détruits en vol et rien n'a atteint son objectif. Mais par contre, il est important quand même qu'ils tirent la leçon et qu'ils voient clairement que ils n'ont plus que ce test, hein, en fait, là, ils voulaient tester effectivement les capacités syriennes à se défendre à nouveau après le déploiement des S-300. Je tiens quand même à dire que cette attaque a été répondue par les vieux S-200 et par les vieux missiles. Les nouveaux systèmes S-300 livrés par les Russes n'ont pas du tout été mis en action hein, dans cette affaire. Hein. Non, ils n'ont pas été utilisés, effectivement, pas du tout. C'est le S-200 et puis... mais en fait, il faudra aussi que les Israéliens comprennent le génie de l'armée syrienne, c'est aussi de pouvoir créer du nouveau avec de l'ancien et puis de faire en fait une combinaison qui est encore plus créative entre le nouveau et l'ancien, entre l'ancien et le nouveau, de manière à ce qu'elle soit plus performante. Donc, ils ont intérêt effectivement à faire attention. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, on va revenir juste un petit peu pour juste un sujet par rapport aux Palestiniens. Il faut signaler le congrès de Jérusalem sur la jeunesse palestinienne qui s'est réuni à Damas pour son 12e congrès, c'était il y a quelques semaines. Donc il y a un lien très direct. En plus, j'ai vu une information comme quoi une partie des Palestiniens avaient rejoint l'armée syrienne à proximité de la poche du gouvernorat d'Idleb, hein, certainement en prévision d'une offensive finale, parce que comme vous allez certainement l'évoquer, les terroristes qui sont censés démilitariser une portion de 15 à 20 km en profondeur du gouvernorat d'Idleb continuent de provoquer l'armée syrienne, d'attaquer les civils, encore dernièrement avec une attaque chimique, hein, la chlorine, hein,
qui a fait plus d'une tout à centaine fait. de blessés. Donc il y a là de ce côté-là, il y a encore une préparation, à mon avis, une provocation systématique pour inciter l'armée syrienne à attaquer, ce qu'elle va finir par faire, et de la même Mm. manière dans l'est, du côté de Deir ez-Zor, hein, puisque les bombardements américains qui sont absolument dégueulasses, hein, puisqu'ils utilisent des armes au phosphore blanc et des bombes à fragmentation, continuent de massacrer des civils syriens à Mm. proximité de la ville de Deir ez-Zor. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Alors, vous avez bien fait d'en parler, Tom, hein, parce que là, effectivement, les Palestiniens, alors, il y a des Palestiniens qui vivent en Syrie depuis un certain temps, en fait, comme tous les habitants du camp Yarmouk malheureusement, qui sont sortis du camp Yarmouk grâce à Daesh et aux terroristes. Mais maintenant, il y a donc le retour après la libération du camp Yarmouk total. Il y a l'opération du retour que le gouvernement syrien a lancée en collaboration avec les différentes organisations palestiniennes, en fait, qui sont présentes en Syrie. Et avec l'UNRWA aussi. Donc, il y a un mouvement de retour et de reconstruction du camp Yarmouk, hein, qui est à Damas, en fait. Oui. Et voilà. Donc, en fait, les Palestiniens, comme beaucoup de Syriens d'ailleurs, qui étaient partis, qui reviennent, qui s'enrôlent dans l'armée syrienne, ou qui se portent volontaires dans l'armée syrienne pour défendre le pays, là aussi, il y a aussi beaucoup de personnes qui ont été libérées par l'armée syrienne, par l'armée arabe syrienne, puisqu'ils étaient l'otage des terroristes. Donc, lorsque les quartiers ont été libérés des terroristes, pas mal de personnes sont venues se présenter dans l'armée. Donc, c'est le fait aussi de certains Palestiniens qui sont venus donc renforcer le camp de l'armée syrienne, de l'armée arabe syrienne. Je voudrais dire là-dessus, si on va vers Idlib, effectivement, il y a eu une attaque. Alors, je peux dire quand même, il y avait la 11e réunion d'Astana, Oui. le 28 et le 29 novembre. 28-29 novembre, donc la veille de cette réunion, voilà qu'il y a une attaque aux chimiques qui part par des missiles, en fait, partant d'Idlib vers les quartiers, sur les quartiers résidentiels d'Alep, le quartier Khalidiyeh et le quartier Al-Hamidiyeh d'Alep, faisant 106 victimes quand même, hein, 106 blessés. Je voudrais quand même dire que la veille, hein, des experts français sont venus à Idlib pour modifier les armes d'Al-Nosra de manière à ce que ces armes puissent envoyer des missiles, ces missiles puissent utiliser des têtes chimiques. Donc, les experts français étaient venus faire les modifications et exactement le lendemain, ces tirs ont eu lieu sur la ville d'Alep et sur les quartiers qui sont libérés depuis maintenant 1 an et quelques. Donc là, c'est aussi... et puis, donc là-dessus, je voudrais aussi rappeler, la veille, donc il y a eu cette attaque. En même temps, et de manière complètement sine qua non, je peux dire, il y a eu aussi cette provocation ukrainienne contre la Russie en mer Noire, Oui. aussi à Idlib, à Deir ez-Zor, il y a eu des bombardements, mais ces bombardements incessants et très denses, hein,
au phosphore et aux bombes à fragmentation, tous les deux complètement interdits et illégaux, d'ailleurs interdits internationalement, Ouais. aussi bien Sur des zones civiles. l'utilisation des armes, des fusées chimiques que l'utilisation du phosphore blanc Des bombardements. des bombes à fragmentation. Et en même temps, il y a eu une infiltration de Daesh, ou une tentative d'infiltration de troupes de Daesh qui voulaient aussi aller vers Soueïda. Bien sûr, ils ont tous été bien reçus, les terroristes qui cherchaient à s'infiltrer dans Soueïda et provoquer des morts et des blessés, agresser la population aussi. Ils ont été bien reçus par l'armée arabe syrienne. Et je voudrais quand même dire que la Russie a bombardé Mais les terroristes qui avaient envoyé le l'origine, chimique. les terroristes d'Al-Nosra qui ont tiré sur la ville d'Alep, en fait. Hein. Avec des armes chimiques, Et, effectivement. Donc voilà. Et puis par contre, malheureusement, les tirs, les bombardements américains américains et des alliés français et britanniques des Américains continuent à bombarder les faubourgs de Deir Zor, la ville de Hajin, la ville de Sha'fa et la ville de Sakhne, qui sont en fait tous des faubourgs du gouvernorat de Deir Zor. Et à tel point, les bombardements sont tellement denses qu'il n'y a même pas la possibilité de ramasser les cadavres ou les gens qui sont blessés sous les décombres, qui continuent à mourir lentement. Et étant donné que la densité des tirs et la continuité, donc il n'y a pas moyen de sortir. Et il continue aussi à tirer sur les ambulances. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un véritable massacre qui est en train d'être commis en toute impunité et dans tout le silence des médias mainstream dans le monde entier. Et heureusement qu'on est là pour en parler et pour vous informer, parce que effectivement personne n'en parle. Oui. Et d'ailleurs, je voudrais revenir sur ce qui se passe dans le gouvernorat d'Idlib, parce que vous m'avez dit quelque chose juste avant le début de ce SITREP, durant la préparation du SITREP, c'est que ils ont même été livrés en drone équipés d'armes chimiques. Hein. Alors oui, donc après cette attaque, ils ont été livrés. Il y a eu une livraison de 100 drones. 200 drones et puis 100 drones. Donc, c'est deux livraisons qui sont arrivées avec des drones qui utilisent donc les armes chimiques qui sont arrivées et qui ont été... Donc, les armes chimiques ont été distribuées dans des stocks tout le long de la ligne d'apaisement, entre guillemets, oui. où les troupes les terroristes devaient se retirer tout le long de cette ligne et se retirer donc 20 km, 15 à 20 km vers l'arrière, effectivement, chose qui n'a pas été faite et ça devait être effectué le 15 octobre. La Turquie a demandé une prolongation. La prolongation a été accordée donc au cours de l'avant-dernière de la rencontre en fait avec la Turquie, avec la Russie. Et puis donc la Turquie n'a toujours pas ni retiré les armes lourdes et moyennes des terroristes d'Al-Nosra et puis c'est même pire, hein. Il y en a qui disent que la Turquie a permis un réarmement même. Hein. Tout à fait. Donc ils reçoivent effectivement des armes puisque
On est en train de dire qu'effectivement, ils sont en train de recevoir des drones maintenant qui bombardent aux armes chimiques et donc de l'Angleterre et de la France et passant par la Turquie, bien entendu. Donc tout ceci montre quand même qu'ils sont en train de se réarmer et la Turquie qui était censée retirer leurs armes et qui était censée les obliger aussi à se retirer 15 à 20 kilomètres en arrière, elle n'applique pas ce qu'elle a signé et je vous, comment dire, là je tiens à dire quand même qu'il y a eu une signature écrite avec un engagement, temporel, c'est-à-dire que cet engagement aller dans le sens d'un retrait total des armes lourdes et moyennes des terroristes, obliger les terroristes à revenir 15 à 20 kilomètres en arrière. Cette chose, apparemment, la Turquie exprime qu'elle a des difficultés, mais je tiens à dire quand même ce qui a été dénoncé au Conseil de sécurité et à l'ONU par notre par le représentant permanent, monsieur l'ambassadeur Dr Bachar al-Jafari, qui disait que de toute façon, la Turquie est en train de violer toutes les lois et tous les traités qu'il a signés, puisqu'ils sont en train de hisser le drapeau turc sur tous les bâtiments administratifs dans la zone et dans les différentes villes, qu'ils sont en train d'obliger les enfants à suivre une formation en langue turque dans les écoles, qu'ils ont imposé donc le programme turc et la langue turque dans les écoles. Il y a donc un travail pratiquement de travail d'occupant dans ces lieux qui sont occupés réellement par les Turcs, en violation totale de la souveraineté de la Syrie, alors que la décision 2254 a systématiquement, et toutes les décisions de l'ONU, en fait, de l'ONU et du Conseil de sécurité concernant la lutte contre le terrorisme et concernant la Syrie, ont systématiquement affirmé l'unité du territoire syrien, la souveraineté de la Syrie et l'unité de la population syrienne. Donc, en fait, pas de division, pas de division, pas d'occupation, et que tous ceux qui sont là sur le territoire syrien, en dehors de la volonté de l'État syrien, doivent se retirer. Donc, c'est clair et net dans toutes les décisions qui ont été prises, toutes les décisions prises en ce qui concerne la Syrie, en ce qui concerne cette guerre en Syrie. Donc voilà, la Turquie donc est en train elle n'a pas appliqué. Elle trahit ses engagements écrits. Ils sont en train de trahir effectivement les accords qu'ils ont signés. Chose qui a été largement discutée effectivement aussi au congrès d'Astana qui a eu lieu donc le 28 et le 29 du mois dernier, dans lequel c'était effectivement il y avait les États garants, donc la Turquie, l'Iran, la Russie et puis la Syrie bien entendu, où effectivement encore une fois notre ambassadeur Bachar Jafari a dénoncé cette attitude de la Turquie et que les deux parties garantes, donc l'Iran et la Russie, ont sommé la Turquie à appliquer ses engagements et à honorer ses engagements, voire quitte à lui donner un petit délai supplémentaire parce que la Turquie a mis l'accent sur les difficultés qu'elle a, entre guillemets, à maîtriser les terroristes. Oui, maintenant, les situations sur le terrain, les différentes factions terroristes, elles sont en train de se tirer dessus, effectivement, entre Al-Nusra, Jaish al-Islam,
Rayat Sham et puis Noureddin Zenki, etc. Donc il y a l'armée du Turkménistan aussi, l'armée du Turkestan, vraiment il y a une trentaine de factions différentes qui effectivement se tirent entre elles et puis se font la guerre. Maintenant que les aides extérieures en argent ont diminué, ils sont en train de se massacrer les uns les autres pour question d'argent, donc prendre l'argent les uns des autres. Et bon, ceci dit, le délai total s'approche puisque normalement, à partir du 15 décembre, l'autorité syrienne devrait être progressivement mise, restaurée dans toute la province d'Idlib. D'accord. Voilà. Ça, c'est un point important. Ce qu'on pourrait dire, c'est le fait que ces armes chimiques et que ces drones en possession des terroristes qui visent effectivement à tirer sur l'armée syrienne dans le cas où il y a une attaque, parce que de toute façon, si la Turquie faillit aussi n'arrive pas à sortir les terroristes de ces terrains et qu'ils n'arrivent pas aussi à leur soutirer et à leur enlever les armes, donc la solution militaire est évidente, est inévitable. Ouais. Dans ce cas-là, l'armée syrienne est prête pour cette solution militaire. On peut penser que les terroristes risquent de tirer aux armes chimiques sur l'armée syrienne, ou s'ils les préparent, c'est aussi pour tirer dessus. Là, je voudrais dénoncer quand même largement cette hypocrisie de la France et de l'Angleterre et de tous les pays qui prétendent que utiliser le chimique est une ligne rouge et ils sont en train d'attaquer ou d'accuser systématiquement les Syries d'utiliser les armes chimiques. Là, il est clair, net et précis que ce sont eux qui ont fourni des armes chimiques aux mains des terroristes, et que toutes les attaques qui risquent de venir sont des attaques des terroristes contre l'armée syrienne, contre l'armée arabe syrienne et contre la population civile. Puisque cette attaque contre Alep, elle a visé la population civile. Il y a eu 106 blessés graves, justement, à cause des effets chimiques de ces missiles qui ont été tirés. Voilà. D'accord. Alors, Essar, pour aller un petit peu plus vite, je vais évoquer plusieurs sujets à la fois, et puis vous pourrez évidemment commenter sur chacun. Il faut noter... Donc, le comité exécutif pour la paix apporte son soutien à la Syrie à l'issue de sa réunion à Damas, qui date de quelques semaines déjà. Oui. Vous aviez évoqué la dernière fois une conférence et visite de Michel Collomb à Damas, et suite à des pressions diplomatiques sur le Liban concernant le salon du livre de Beyrouth, il a eu l'interdiction de déposer des livres pour pouvoir les vendre. On a aussi... la découverte d'un charnier à quelques kilomètres de Raqqa. Donc c'est un énième charnier, il faut savoir que dans la région, c'est pas la première fois que vous nous parlez de ces horreurs qui ont été commises par les terroristes. Point important, on a trouvé, l'armée syrienne a trouvé des stocks d'armes, essentiellement des armes américaines, israéliennes, et bien sûr françaises, britanniques et compagnie, dans les faubourgs de Soueïda, Dera, Kouneitra, Ensib et Roula. Roula qui, on en a parlé tout à l'heure, effectivement hors émission, nous rappelle cette mascarade sordide d'un massacre d'une famille qui a servi à accuser la Syrie, la toute première fois, à accuser la Syrie d'avoir utilisé des armes chimiques sur sa population, entre guillemets, avant de découvrir quelques temps plus tard que c'était une famille qui avait été assassinée à coups d'armes blanches, massacrée de la façon la plus horrible qui soit,
et qui avait été maquillé en utilisation d'armes chimiques. Hein. Voilà. Ouais. Effectivement, alors pour en revenir au stock d'armes, alors l'armée syrienne continue à découvrir des quantités d'armes importantes dans toutes les villes libérées et qui continuent, aussi bien du côté de Homs, donc à Houla, à Rastan, vers Hama, aussi à les tout derniers, donc Ansib, aujourd'hui, un grand stock d'armes à Ansib avec des armes israéliennes, des armes et des médicaments aussi, des armes et des munitions très importantes aussi à Houla, qui ont été découverts dans les faubourgs de Hama. Il y a eu aussi des découvertes de stock. Du côté de Souaïda, on en a parlé, Ansib, donc tous les jours dans les villes libérées, on continue à découvrir des stocks d'armes occidentales, s'il vous plaît, Oui. donc des armes françaises, des armes américaines, des armes anglaises et israéliennes, avec des lunettes de vue nocturne, avec des masques à gaz, avec des... Donc voilà, ça a été, ça continue, on continue à découvrir tout ça. Les différentes, on parlait effectivement de cette délégation du comité exécutif du mouvement international pour la paix qui soutient la Syrie. On a parlé de l'arrivée. Il y a pas mal de délégations qui viennent en Syrie pour exprimer leur soutien, notamment une délégation de députés jordaniens qui est venue. Il y a qu'est-ce qu'on avait dit aussi? Bon, on continue donc à déblayer tous les restes de ces terroristes dans les lieux dans les lieux libérés. Je voudrais dire aussi que les retours des personnes exilées qui étaient parties à cause du terrorisme de la Syrie, donc reviennent par dizaines, voire par centaines et par milliers, Oui. aussi bien du Liban, donc à travers aussi bien le passage de Jdeïde que Zumrani. Aujourd'hui, il y a plus de 21 cars qui sont revenus hier et aujourd'hui de personnes qui rentrent donc en Syrie et quelques milliers, quelques 2 à 3 000 personnes qui sont revenues de Jordanie à travers le passage d'Ansib. Tout ceci montre en fait les Syriens qui reviennent, ils reviennent en respirant vraiment la joie de se retrouver chez eux, de se retrouver dans le pays. Ils sont très contents. Je voudrais dire aussi que la vie reprend beaucoup ses droits, puisque les Syriens commencent aussi le redémarrage de l'ensemble des parties de l'économie, je peux dire. Donc l'agriculture, reprennent l'agriculture, reprennent l'artisanat, reprennent aussi l'industrie syrienne redémarre progressivement. Aujourd'hui, il y a plus de 17 000 usines qui ont redémarré, donc dans les différentes parties de la Syrie. La Syrie participe à pas mal de salons, en fait, notamment le salon fabriqué en Syrie, Made in Syria, a eu lieu en Irak, qui était très bien accueilli et beaucoup de ventes ont été faites. Un autre salon en Égypte auquel la Syrie a participé. Au Liban aussi. Il y a eu une participation au Liban aussi et à Téhéran.
une participation aussi à un salon Made in Syria à, à Téhéran. Il y a eu une exposition vente de l'artisanat syrien en Abkhazie, qui a aussi été très largement et très, comment dire, favorablement accueilli par la population et par l'État. Donc, ils ont pratiquement tout vendu aussi. Donc, tout ceci pour dire la vie reprend, la vie redémarre très fort en Syrie. Et puis, je voudrais saluer tous ces Syriens qui, effectivement, se battent pour vivre. Parallèlement, de grandes réformes ont lieu aussi dans l'État et dans l'administration syrienne. Il y a eu 6 ministres qui ont été changés du Conseil des ministres. Et dans le nouveau, le président Assad a assisté donc à la première réunion de ce nouveau Conseil des ministres, dans lequel il a insisté sur la lutte contre la corruption, sur le fait que les ministres, comme toute l'administration, devraient avoir systématiquement dans la tête, à l'esprit, qu'ils sont là non pas pour avoir du pouvoir, mais au contraire pour servir le citoyen. Donc il faudrait qu'il y ait très rapidement une amélioration qui doit être ressentie chez les citoyens, aussi bien au niveau des démarches qu'au niveau de la vie, qu'au niveau d'un tas de choses, et que tous les ministres sont là pour servir les citoyens et pas l'inverse. Il y a eu donc aussi le festival du film. La Syrie a participé au festival du film à Téhéran, le film documentaire, du film engagé aussi. La Syrie était très très bien présentée et représentée. Elle a présenté des films intéressants, importants, qui ont été primés. Donc, la vie culturelle aussi continue de manière très importante. Donc, tout ceci va dans le sens de la reprise normale de la vie normale dans les villes libérées du joug du terrorisme et je dirais pour la reconstruction. Maintenant aussi, oui. Oui, pardon. vous m'aviez parlé d'une conférence des patriarches catholiques. Exactement, il y a eu une conférence des patriarches en Syrie, de l'ensemble des patriarches catholiques, et qui a eu lieu donc ici aussi, qui a plaidé pour la paix et qui a affirmé que la Syrie est une terre de paix, est une terre de vie, de vivre ensemble depuis des siècles. Donc, et que c'est important que ce soit qu'on continue. Parallèlement, je peux dire, il y a eu le mois dernier, en fait, les derniers jours, la semaine, la fête, l'anniversaire du prophète, et qui qui s'approche aussi là des fêtes de Noël et du jour de l'an. Donc, il y a partout maintenant des crèches, dans les églises, il y a des prêches et des messes de Noël et du jour de l'an, en fait, des messes anticipées qui ont lieu pratiquement tous les jours, et ce sont des messes communes de l'ensemble des rites chrétiens, je dirais, mais aussi auxquels participent plusieurs des musulmans et des chefs musulmans. C'est un point très important, en fait, qui a été, je dirais, provoqué par la guerre. Cette guerre a fait que nous sentons tous très, très proches les uns des autres et très solidaires les uns des autres, ce qui fait que cette unité s'est renforcée. Et aujourd'hui, nous nous trouvons plus que jamais tous unis face à tous ceux qui veulent nous séparer et qui veulent
nous remonter les uns contre les autres. Voilà. Très bien, Essar. Il y a peut-être deux dernières choses à évoquer, dont une, on aurait pu le faire par rapport à l'évocation de la situation des Palestiniens, mais ça regarde dans les deux cas des décisions de l'ONU, hein, puisque dans un premier temps, Ouais. les USA ont essuyé une défaite en essayant de faire condamner le Hamas à l'ONU sans succès. Donc, et Oui. puis, l'ONU condamne, là par contre c'est pour confirmer ce qui a toujours été dit depuis le début de l'occupation du Golan Mhm. syrien par les troupes israéliennes. L'ONU condamne à nouveau l'occupation du Golan syrien par Israël. Et évidemment, les deux seuls qui ont voté contre étant bien sûr Israël et le sponsor américain. Donc, si vous voulez nous... Absolument. Alors, ce sont deux choses très importantes. Merci de me les rappeler, Tom. D'abord, en fait, effectivement, le succès qu'a eu la résistance au Golan contre les élections qui ont été préparées par les Israéliens, les élections locales pour commencer en douceur une intégration du Golan. Donc, l'ensemble des habitants du Golan s'y sont opposés et il n'y a pas eu de candidat et il n'y a pas eu non plus d'élection. Ils ont tous brûlé les cartes d'identité israéliennes qui leur ont été distribuées. Ils ont affirmé leur appartenance à la Syrie, l'appartenance du Golan à la Syrie aussi, maintenant et à jamais. Et puis, ils ont hissé le drapeau syrien pendant toute la semaine, voire systématiquement sur leurs fenêtres et partout dans les rassemblements dans la rue. Donc, toujours hissant le drapeau syrien et puis félicitant la Syrie de ses victoires et luttant contre les terroristes et en même temps donnant la main aux Palestiniens pour mener une lutte commune. Donc là, je rappelle quand même Sotri el-Maqt aussi, ce prisonnier du Golan qui est maintenant depuis 31 ans en prison. Donc c'est un temps record en fait pour tous les prisonniers. Il était 27 ans en prison. Il a été libéré en 2014 et en 2014 ou 2015 plutôt, et il a été donc il a participé à une émission de la radio syrienne Al-Ikhbariya qui montrait la connivence réelle et des photos de la connivence d'Israël avec les terroristes d'Al-Nosra, suite à laquelle il a été à nouveau capturé. Et à nouveau, là, il a été condamné à 14 années supplémentaires de prison. 14 années de prison à nouveau pour Sotri el-Maqt. Donc là, je demande à ce que partout, il y ait des comités de soutien à Sotri el-Maqt et exigeant sa libération et exigeant la libération de son frère et puis de tous ces militants du Golan qui sont depuis des années dans les prisons israéliennes pour le simple crime d'avoir lutté pour l'indépendance du Golan et de continuer à lutter à réclamer l'indépendance du Golan et le retrait d'Israël du Golan. En fait, donc l'application juste des décisions de l'ONU en ce qui concerne le Golan. D'accord. Donc voilà, là c'est un point important et là-dessus je tiens à dire quand même que cette décision de l'ONU a été à nouveau renouvelée donc par un vote récemment contre lequel il y a eu juste 2 voix, c'était celle d'Israël et celle des États-Unis. Donc confirmation du fait que le Golan est syrien. Et encore aujourd'hui, succès important pour la résistance palestinienne, puisque les Américains ont déposé une motion
à l'ONU et qui cherchait à faire condamner la résistance comme un acte terroriste, hein, et qui a été refusé aussi par la majorité par la majorité des membres. Donc ça, c'est aussi une grande victoire pour la résistance et pour l'axe de la résistance. Donc là-dessus, on peut dire qu'on peut clôturer en fait notre site rep, hein, par deux notes très positives et des victoires que nous devons continuer à nous battre pour les faire appliquer, à vrai dire, qui sont des victoires à l'ONU, mais il faudra qu'elles deviennent une réalité sur le terrain. Donc voilà. Bien. C'est le moment de nous quitter, hein, Essar. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir encore une fois apporté ces informations qui nous éclairent à nouveau sur la situation en Syrie et autour. Eh bien, je vous remercie à tous et puis je vous souhaite d'excellentes fêtes. Je pense qu'on se verra d'ici pendant les fêtes. Oui, juste avant Noël. Juste avant Noël. Donc voilà. Et je vous souhaite un excellent et puis surtout d'excellentes batailles, puisque on peut dire deux mots des Gilets jaunes en France en fait, hein, et de la lutte des Gilets jaunes en France et en Europe. Je peux dire que je vous souhaite à tous le succès pour les revendications, parce que ce sont des revendications légitimes de personnes qui souffrent de la cherté de la vie et puis d'une diminution systématique, d'un laminage systématique des revenus, oui. D'une part, mais d'un autre côté, un laminage aussi systématique des libertés. Et il est important, en fait, de veiller justement à sauvegarder les libertés et à sauvegarder le niveau de vie, voire à améliorer le niveau de vie des gens, de tout le monde, face à ceux qui veulent avoir la richesse pour une toute petite minorité qui ne sont que des sociétés extraterritoriales qui cherchent, ou internationales, qui cherchent le maximum de profit, quel que soit le... Oui, sans égard avec les humains. Voilà, sans égard à la population. Humains. Exactement. Donc, bon, je vous apporte tout mon soutien et puis j'espère que ça donnera effectivement les résultats escomptés. Très bien. Voilà. Merci Essar. Merci à vous. Bonne soirée et puis bon repos, parce que c'est toujours de la fatigue, hein, après un site rep, c'est prenant pour l'énergie. Donc, et comme on commence à rentrer dans des périodes froides, la fatigue est d'autant plus importante. Donc merci beaucoup Essar. Merci encore pour ce que vous nous apportez en termes d'informations et de réflexion sur la situation en général. Merci à vous Tom et merci à tout le monde. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions sur le site. J'essaierai de répondre autant que possible. Merci beaucoup. Merci bien, bonne soirée Essar. Au revoir. Bonne soirée.